Hein? Tu attends quelque chose? Simplement dire ce que je Ah, les règles là-bas. Ah bon, c'est là-bas que ça va se passer? Non, non, c'est ici, mais c'est la présentation d'abord officielle. Et après, vous allez... Après, Arrêtez tout. on arrête pour une minute pour que les gens qui vont parler, que ce soit Ah ici. bon, alors, soit... d'accord, Oui, on commence. On commence. Est-ce qu'on peut commencer? Can we begin? À entendre les exposés de ce matin, à voir l'ampleur de la famine, des millions de morts qui en ont résulté, le professeur Kravchenko, dans son exposé, nous a parlé des résistances successives qui se sont fait jour à l'intérieur du Parti communiste ukrainien. Mais la question qui me venait constamment à l'esprit, c'est qu'en dehors du Parti communiste, est-ce qu'il y a eu, devant l'ampleur de cette famine, des révoltes populaires spontanées ou des rébellions de quelque sorte? Est-ce qu'on peut en mesurer un peu l'ampleur, le nombre, même de façon purement indicative? La résistance pendant la collectivisation et la résistance pendant la famine est quelque chose qui est très mal étudié. Alors c'est très difficile à répondre, mais selon les choses que j'ai lues, c'est très clair qu'il y avait une résistance populaire massive. Entre 1930 et 1931, dans plusieurs régions d'Ukraine, il y avait des révoltes de la paysannerie, presque dans tous les coins. Et il faut dire que c'est une vieille tradition de la paysannerie ukrainienne. C'était la paysannerie ukrainienne qui luttait contre le régime jusqu'à 1923 d'une façon très importante. Même en 1927 et 1928, on pouvait lire dans la presse ukrainienne des comptes rendus des luttes entre le régime et des bandes partisans de la paysannerie. Donc, quand la collectivisation a commencé entre 1930 et 1932, dans presque toutes les régions d'Ukraine, on a vu la résistance de la paysannerie. Dans quelques régions, cette résistance a achevé à tel point que, par exemple, à Tchernihiv, en 1931, je pense, le 21 régiment d'armée rouge a su se joindre, mutuer, comment? C'est mutiné. Se mutiner et à rejoindre les partisans paysans. Mais c'est un aspect de toute cette expérience qui est presque le moins étudié. Et je pense qu'il faut vraiment faire un grand travail à ce sujet. Il me semble que si nous situons la famine de l'Ukraine dans le cadre d'une agression impérialiste, on ne peut pas saisir la spécificité de ce génocide, car il s'agit bien d'expliquer pourquoi un tel génocide. Il me semble que l'annexion de l'Ukraine a déjà été réalisée. Premièrement, il me semble que c'est l'œuvre de la révolution bolchevique d'avoir renforcé cet État russe expansionniste, de l'avoir soudé autour du centre de Moscou avec une idéologie totalitaire, modernisatrice, avec tous les alibis d'industrialisation que cela nécessitait. Il me semble que l'Ukraine faisait déjà partie de cet empire soviétique renouvelé et qu'il s'agit d'expliquer un changement. Pourquoi est-on passé d'une sorte de... Bon, la koréanisation, une sorte de junior partner, à tout d'un coup une famille. Brusquement, d'une façon très soudaine. Et il me semble que ce n'est pas tellement pour envahir l'Ukraine, parce que je pense qu'elle était déjà intégrée, que pour éliminer la bureaucratie nationale ukrainienne, qui se consolidait comme bureaucratie, mais en même temps sur des bases ukrainiennes proprement dites, à partir de l'appui de la paysannerie et de l'intelligentsia nationale. Et d'ailleurs, je m'explique la purge considérable à l'intérieur du Parti communiste d'Ukraine par l'importance du soutien que la paysannerie conférait
à certains membres du Parti communiste d'Ukraine. C'est d'ailleurs ce soutien qui a permis, qui a poussé, qui a incité les communistes d'Ukraine à devenir des communistes ukrainiens et en conséquence à porter devant Moscou les revendications de la paysannerie ukrainienne contre le centre moscovite. En conséquence, il s'agissait, à l'intérieur de l'impérialisme déjà réalisé, d'éliminer les bases modernes, organisationnelles, institutionnelles d'un néo-nationalisme ukrainien qui, au milieu du XXe siècle, avec la modernisation, n'aurait pas manqué de faire jour. Et vous savez, on peut comparer des agissements impérialistes, mais la seule comparaison qui tient en ce qui concerne l'Ukraine et la famine, c'est avec l'Allemagne nazie de Hitler. Et si l'on parlait simplement d'annexion impérialiste, on ne saisirait pas cette affinité entre l'Allemagne nazie et Staline. Je donnerai un indice, par exemple. Bogdan Kravchenko, tout à l'heure, a mentionné en février 1934 ce fameux 17e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, appelé Congrès des vainqueurs. Je vous rappellerai qu'en septembre 1934, c'est-à-dire la même année, le congrès du Parti national ouvrier allemand, c'est-à-dire le Parti nazi, s'appelait également le Congrès des vainqueurs. Donc il s'agit d'expliquer cette homologie de structure, c'est-à-dire créer une destruction totale de la société, créer un univers complètement irréel, non existant, pour asseoir une emprise inédite sur la société. Et il me semble qu'à la limite, ces concepts impérialistes, etc., sont des concepts classiques de la politique qui ne rendent pas compte, ou qui ne rendent pas suffisamment compte de la spécificité de l'agression stalinienne. Pourquoi 6 millions de morts? Et on aurait pu, avec tous les procédés imaginables, annexer encore une autre fois l'Ukraine par d'autres moyens. Pourquoi cela? Pourquoi le génocide? Et cela doit être expliqué en d'autres termes, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas employé ce cadre d'analyse. Mais il est évident que, si vous voulez, la famine de l'Ukraine ne fait que confirmer davantage l'assujettissement de l'Ukraine à la Russie soviétique, mais, encore une fois, je répète, un génocide d'une telle ampleur ne peut pas se laisser circonscrire dans le cadre d'un assujettissement. D'autres interventions, d'autres questions? Oui, mademoiselle. My question, what's your opinion? You didn't seem to really give it much importance. Well, I did have to cut a few things out. The economic factor was certainly important, but I don't think it was the main thing in explaining the famine, and particularly the geography of the famine. Now, the economic factor provided a strong imperative for the Soviet regime to increase exploitation of the peasantry, to get more grain to sell abroad. Now, if this were the sole reason, one would expect either all Soviet peasants to be equally exploited, that all the grain-growing regions, or at the very least that the most important grain-growing regions of the Soviet Union would suffer massive mortality from starvation. Now, what in fact happens is that the geography of the famine corresponds with the territories inhabited by primarily Ukrainians, Kuban Cossacks, and Volga Germans. In Soviet Ukraine, it is not just the main grain-growing regions. It also it also extends into, for example, the northwestern part of what was then Soviet Ukraine. And there was high mortality there. Mr. Maksudov has done a study of the geography of the famine by trying to determine areas of high mortality based on the structure of the age structure of rural women in the 1959 census. And what he has found, for example, is that along the border between Ukraine and Russia proper, the famine stopped precisely at the border.
That is, while you have evidence of massive mortality in Kharkivska Oblast, Kharkov, 35 kilometers away in Belgorod, and Belgorod and Kharkov Oblasti border one another. They're very similar. The structure of agriculture is practically identical. There is no evidence of any unusual mortality in this bordering oblast. At this time, the border between Ukraine and Russia was, in terms of foodstuffs, closed. The political police set up border checkpoint. And if you were taking a train from, say, Kiev to Moscow, first of all, Ukrainian peasants were not sold tickets. They couldn't get out, or at least there was an attempt to keep them from getting out. And you'd be stopped at the border going that way. Coming from Russia to Ukraine, you'd be stopped at the border once again, and if you had any food with you, even if it were just a couple of potatoes or a loaf of bread, that would be taken from you at the border. You couldn't take food in with you. Now, had it been an economically motivated policy, they would surely have allowed people to carry food across the border. You would have had sort of the bagman. But this was this wasn't possible. Everything possible was done to try to keep food out of Soviet Ukraine in this period. But that would support the thesis that it was both a convergence of political and economic, not automatically that the economic factor. Well, no, I don't see any economic reason to keep people from taking food into Soviet Ukraine. No, that would be the political aspect, but where did the policy originate? It wasn't collectivization. Collectivization occurred before the famine. Well, obviously. Certainly, and so did the offensive on Ukrainian politics and Ukrainian national culture. You see, I think you can understand the first five-year plan as an end or to the various concessions that were made in the Soviet Union to the forces that the regime could not really subjugate at the end of the Civil War. Peasantry, the intelligentsia, the non-Russian nations, and beginning in 28, beginning with the Shakhty trial, one by one these concessions are withdrawn. First they move against the so-called bourgeois specialists. Then this broadens into an attack on the intelligentsia as a whole, the bourgeois intelligentsia, and specifically the national intelligentsias. In Ukraine, it is actually the communist intelligentsia, people like Matvey Yavorsky in history, who are attacked before. People like Khrushchevsky, the most prominent non-communist historian, was attacked. So while there's the same general framework of policies, there's a different national emphasis with different ends in Soviet Ukraine. Getting back to the substance of your question, is there a convergence there? In a sense, yes. I mean, you did have these economic reasons for doing certain things, but they were designed in such a way to take care of national considerations. Je pense que Jacques Mascodo voulait commenter peut-être sur la même question. Je ne pense pas qu'il y ait une convergence, une relation économique avec la famine. Et non seulement avec la famine, mais avec votre argument, c'est-à-dire la collectivisation qui a commencé avant. Si en termes économiques, vous voulez signifier un programme destiné à augmenter la richesse de l'URSS, voire même la richesse intérieure des différentes républiques, alors à ce moment-là, il faut bien admettre qu'il n'y avait aucun critère économique. Quand, par exemple, dès 1930, toutes les résolutions du Parti communiste de l'Union soviétique en direction de l'Ukraine, la majeure partie de ces résolutions ne visaient pas tellement les quotas de blé réquisitionnés, mais le quota de koulak arrêté. Premièrement. C'est-à-dire les quotas politiques qui primaient les quotas économiques. En fait, il faut mettre en rapport ce système totalitaire avec l'Allemagne nazie pour comprendre la substance même de ce système. Depuis quand les camps de concentration nazis avaient une utilité économique quelconque? Alors que les Allemands combattaient sur le front russe, qu'ils avaient terriblement besoin de matériel et de
troupes de réserve, eh bien, les trains qui emmenaient les Juifs, les Polonais et autres à la mort dans les camps de concentration avaient priorité sur tous les trains de la Wehrmacht et tous les trains militaires, quels qu'ils soient. Il n'y a pas un train militaire en Allemagne nazie pendant la guerre qui avait priorité sur les convois de transportation des déportés dans les camps de concentration. Et il y avait des armements allemands qui restaient des fois des semaines entières dans les gares à quelques kilomètres du front parce qu'ils ne pouvaient pas passer tant étaient nombreux les trains de déportés qui acheminaient les déportés dans les camps de concentration. Et ensuite, que l'on regarde, que l'on lise les documents de Bruno Bettelheim ou de David Rousset qui témoignent de ce qu'était la vie dans les camps de concentration, eh bien, les prisonniers dans ces camps étaient soumis à des travaux les plus inutiles possibles. Car il n'y a presque aucun détenu qui s'est révolté dans toute l'histoire des camps de concentration nazis, c'est parce qu'ils étaient soumis à une irréalité la plus totale. Ils faisaient des tâches complètement irréelles, en deçà de toute utilité humaine possible. Donc je me dis que le critère de l'utilité n'est absolument pas un critère d'un système de ce type. Et ce qu'il s'agissait bien de faire, c'était beaucoup plus que de mettre au pas des classes sociales, mais bien au-delà, comme disait Hannah Arendt, littéralement, d'opérer sur une matière humaine, c'est pour ça qu'on appelle ça les ingénieurs des âmes, etc., d'opérer et de réduire, de néantiser cette matière humaine, et en quelque sorte, vous comprenez, Elias Canetti, dans un texte qui s'appelait Massa Sopravivenza, disait que lorsqu'il s'agit du nationalisme de la nation, généralement les morts sont plus nombreux que les vivants. C'est-à-dire que la nation, n'est-ce pas, se soutient de tout le souvenir de ces morts dans l'histoire, et qui par définition sont plus nombreux que les vivants. Or, une telle famine, en faisant mourir les gens de façon aussi inhumaine, avec l'image métaphorique de la décomposition des corps, il est évident que ces morts-là ne peuvent plus être comptés dans la mémoire collective comme des morts vivants. Ils sont littéralement décomposés. Donc la stratégie, c'est beaucoup plus que d'assujettir une nation, c'est littéralement la faire disparaître symboliquement. Et d'ailleurs, Staline disait en 1929, en ce qui concerne les Cosaques, non seulement il faut faire disparaître et éliminer les Cosaques, il a dit il faut prendre les mesures les plus radicales pour éliminer toute trace de leur passage sur la terre et éliminer toute mémoire collective des Cosaques. C'est mon avis la définition d'un génocide. Je pense que... Très vite. Je pense que quand on parle de l'économie et des questions économiques et des questions politiques, je pense qu'il ne faut pas distinguer entre les deux. C'est une distinction qui se fait toujours dans les universités nord-américaines, mais je pense que ça ne correspond pas à la réalité. Ça veut dire qu'il y a une économie politique à tout ça. Et je pense qu'une chose qui est très intéressante, c'est d'étudier l'aspect national, l'aspect politique de la politique d'économie. Et c'est un aspect qui est débuté presque au début de le régime bolchevique en Ukraine. Par exemple, si on prend le niveau de taxation en Ukraine dans les années 20, c'est très intéressant que le régime bolchevique, même que l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, que le régime bolchevique avait une politique de taxation de la paysannerie ukrainienne tout à fait différent du système de taxation en Russie. Par exemple, la taxation de la paysannerie en Russie se faisait sur la base de récoltes réalisées. La taxation en Ukraine était faite sur la base de récoltes estimées. Et les estimations, c'est évident, étaient toujours 20 ou 30% plus élevées qu'en Russie. C'est un exemple. On peut donner plusieurs exemples où il y a ce... parce que parce que c'est une situation des relations coloniales, il y a toujours cet aspect national dans la politique économique. Il y avait Jocelyn Chamard qui a demandé la parole. Fait famine, est-ce qu'il est unique à l'Ukraine ou d'autres sociétés agraires dans l'aire géographique de l'Europe de cette période a été touchée par le fait famine au niveau de l'ampleur du fait s'il y a lieu, qu'a-t-il été? Un commentaire sur l'exposé de M. Mascotto. Est-ce que Jacques Doriot, qui était un militant communiste qui s'est transformé en fasciste à partir de 1934, était dans cette période communiste un pré-fasciste?
ça me semble être de très mauvaises méthodes au niveau de l'analyse des faits historiques. D'autre part, est-ce qu'il y a des faits d'ordre naturel, climatiques, qui ont affecté la société ukrainienne et qui a eu des incapacités de répondre de la société au niveau de l'organisation sociale qui a pu jouer aussi? OK. Il y a une partie au moins de la question qui est adressée à Jacques Mascotto qui peut commencer à y répondre si les autres veulent commenter aussi. Eh bien, j'ai effectivement commis un texte un peu provocateur, mais je m'en tiens, parce que je ne pense pas que l'analyse événementielle historique puisse rendre compte de la nature de l'Union soviétique. Ce que je peux vous dire en ce qui concerne votre exemple, votre contre-exemple sur Doriot, je peux vous citer, dans les années 20, plusieurs propos. D'abord, je peux vous citer l'affaire des tractations entre Lénine et la Luftwaffe, où Lénine voulait littéralement, et disait littéralement qu'il fallait imiter et dépasser les normes, les méthodes de l'impérialisme allemand et les introduire chez nous. Et que Hitler, dans les mêmes années 20, c'est-à-dire 25 et 29, disait littéralement au congrès du parti, il faut imiter les bolcheviks dans la propagande des masses, il faut imiter leur méthode d'action. Et il se disait lui-même le premier révolutionnaire allemand, et plus révolutionnaire que les communistes allemands eux-mêmes. Donc, il y a une sorte de... Il est évident que le bolchevisme fascinait Hitler, et inversement. L'Allemagne nazie et l'industrialisation, les méthodes qu'elle promouvait à cette époque, les combinats, les grands cartels, fascinaient également les dirigeants soviétiques. Et ici, je me reporte à un livre, L'Utopie au pouvoir, où effectivement, cette osmose, cet échange de vues entre les deux pays sont très bien analysés et les citations sont abondantes. C'est la raison pour laquelle il faut vous expliquer en partie comment on en est pu arriver au pacte germano-soviétique et également comment on est arrivé aussi à une similitude frappante dans l'histoire entre les camps de concentration. C'est curieusement, ces camps se trouvaient d'un côté et de l'autre. Maintenant, je pense qu'il faut absolument comprendre que ce système, il est évident que les temps sous Lénine, du point de vue de la vie humaine, sont différents des temps de Staline. La question, c'est que si vous posez le problème en termes historiques et événementiels, vous ne pouvez pas situer de coupure, de passage, parce que finalement, tout ce dont parlait Staline comme justification idéologique de la famine étaient des justifications qui existent dans le parti du temps de Lénine, à savoir l'interdiction des fractions, la centralité du parti, l'interdiction au parti ukrainien d'avoir des fractions, la dénonciation de nationalistes ukrainiens, bourgeois et contre-révolutionnaires qui ont toujours existé, et ces accusations ont été portées contre les borodbistes au début des années 20. Il y a, vous voyez, alors là, à ce moment-là, vous dites, bon, c'était une question de degré. Bon, finalement, mais alors, est-ce qu'on peut dire que 6 millions de morts, c'est une question de degré, d'excès, ce qui serait tout simplement avaliser le modèle, accréditer le modèle. Or, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la famille de l'Ukraine, les millions de morts, etc., c'est expressément pour parler d'excès. Alors, comme on parle d'excès et de bavure, par la même occasion, on justifie un excès et une bavure par rapport à un modèle qui est posé, par définition, comme étant bon, universel et extraordinaire. C'est justement, il n'y a pas de méthode plus efficace pour accréditer la réalité d'un modèle que de parler des excès de ce modèle. Avec ces excès-là, on dit, bon, il y a tellement de grosses bavures qu'effectivement, c'est toujours par rapport à un modèle. Et ça nous permet de ne pas nous questionner sur le modèle. Et je pense qu'il fallait absolument une telle méthode aussi, et ce n'est plus des méthodes, une telle politique aussi outrancière pour l'équipe dirigeante de Moscou, à une époque où l'opposition politique a déjà été éliminée. Pourquoi la collectivisation et l'industrialisation ont-elles eu lieu au début des années 30, bon, 29 pour être plus précis,
C'est-à-dire à un moment donné où le régime se cherche une nouvelle légitimité, tout à fait artificielle, puisque la légitimité, il l'avait acquise dans les années 20 cruciales, en luttant contre l'opposition, c'est-à-dire contre les déviants, etc. Alors le régime, il se met en place, il n'y a plus d'opposition, elle est écrasée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est cette fois-ci développer une opposition encore plus magnifiée pour pouvoir développer un régime encore plus magnifié. C'est parce que le régime ne peut pas se soutenir autrement que d'un discours idéologique d'accusation de l'ennemi. Or, les ennemis, à un moment donné, il faut les trouver. Alors, quand les ennemis politiques, les Trotsky et compagnie, ont été déjà littéralement éliminés, il faut en trouver d'autres. C'est la raison pour laquelle Sheila Fitzpatrick, dans une intéressante étude dans Slavic Review, dit la chose suivante. La partie la plus intéressante des procès de Moscou, ce n'est pas le procès de Boukharine, ce n'est pas le procès Zinoviev-Kameniev, le procès le plus important, c'est celui de Piatakov. Parce que c'est à partir de ce procès de Piatakov que toute une série d'arrestations en masse des ingénieurs de l'intelligentsia technique traditionnelle, des experts bourgeois, ont été arrêtés. C'est vraiment montrer qu'il fallait trouver des ennemis, mais plus des ennemis individuels, parce que finalement Boukharine reste encore une incarnation individuelle. Il fallait vraiment trouver des ennemis en masse, des ennemis agglomérés. Et il est clair que pour Staline, les ennemis individuels du type Trotsky, etc., ne suffisaient plus. Le régime devait asseoir une bureaucratie hypertrophiée. Il fallait des ennemis agglomérés, amalgamés, et l'Ukraine avec la nation. À partir de ce moment-là, tout Kulak est ukrainien, tout Ukrainien est un Kulak. On a la nation, c'est la nation ukrainienne elle-même qui est l'ennemi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve chez Hitler la même désignation de race. Un juif n'était pas considéré comme un individu, c'est la mort systématique de l'individu. Dans le totalitarisme, et ça c'est une équivalence entre Hitler et Staline, sont toujours des individus dans le cadre d'une espèce ou d'une race qui sont arrêtés, désignés comme ennemis, mais jamais comme individus. D'ailleurs, il y a une loi de 1933 du parti national nazi qui punissait de mort tout Allemand qui tuait un juif. Parce que tout Allemand qui tuait un juif, il le tuait comme individu, soit par haine, par rancœur. Mais ce qu'il fallait comprendre, que le camp de concentration et le génocide, c'est ôter l'individualité de l'individu. Alors on en tue des millions, mais en même temps on punit de mort ceux qui en tuent un individuellement. Il faut bien montrer cette spécificité de l'ennemi comme espèce. Je pense qu'il y avait commenté sur les questions climatiques. Oui, question climatique. La question climatique ne jouait pas un rôle dans la famine. Une chose, je pense que la meilleure preuve que la famine était entièrement artificielle, c'est que la récolte en 1934 était très très mauvaise. C'était la moitié de 1931. On connaît qu'en 1934, en Ukraine, il n'y avait pas de famine. Si on prend seulement des questions de, récolte, il devrait avoir une énorme famine en 1934, mais il n'y était pas. L'autre question, c'est que dans d'autres pays d'Europe de l'Est, il n'y avait pas de famine à cette époque. Certainement, il y avait la famine dans des autres régions de l'Union soviétique, mais c'était plutôt dans des régions comme la Caucasie du Nord, la Volga. Ce n'était pas un phénomène général. La famine comme un phénomène de masse est vraiment lié à la spécificité d'Ukraine. Ok, j'ai noté déjà 2 interventions. Il y a monsieur ici et 2 dames. Allez-y d'abord. I found interesting that when, for example, Professor Mace, when you discussed the kulaks organizing against the Bolsheviks in armed groups, you discredited the terminology of bandits. However, when the poor peasantry in the 20s organize actions against wealthy peasants, that's the banditi. One should at least introduce the importance of the social question. It is not a geographically widespread phenomenon, that it is its particular areas in the Ukraine. My question is, what social classes does it hit?
what social organizations seem to react and influence the policies of resistance within the Ukrainian Communist Party. And to what extent, is it in general, to what extent are there adequate social studies using modern techniques and historiographical techniques that permit us to establish the social nature, in terms of social class, the nature of the Ukrainian countryside and political movements, both leading up to the period of the famine? Just let me mention one or 2 points. One of the biggest myths, and which unfortunately is one also perpetrated by academics of Ukrainian studies, and one should add that of the 3 here, I'm the only one of Ukrainian origin, is what they generally do is that they take the Soviet historiography and they just switch the minus and the plus signs. So you have Soviets who say these were kulak bands, and so very many academics here will say, well, sure, but kulaks are good people. What you have to do is rephrase the question. What's very interesting about the so-called kulak bands of the 1920s was that they were composed of everyone but kulaks. And this is actually confirmed by a study, you'll know the name, what's the name? In the Kharkiv. There's a Soviet Ukrainian scholar in Kharkiv who did a study of counter-revolution, in quotation marks, in Ukraine, and he did a study of the social composition of peasant partisans in the early 1920s to find out that their social composition was mostly poor and middle peasants. What's very interesting is if you look at who opposed the first wave of collectivization in Ukraine in 1919, they were the poor peasants. What's very interesting is that who formed the collective farms in 1919? They were the rich peasants, because if you formed a collective farm, you were what do you call it? You didn't have to pay taxes. So richer peasants who had a lot of land, they're very clever, they would give up 10 hectares of my uncle's land, 10 hectares of my grandfather's land, 10 hectares of my brother's land. We form a collective farm which we would then control and get all kinds of priority goods and not pay taxes. So the revolt against collectivization in 1919 was led by the poor peasants. And of course it'd be very difficult for the Soviet regime to say that we are battling poor peasants. If you look at this so-called category of kulak, Alexander Babyonishev has done an awful lot of very interesting work on it. It was a nonsensical definition. For example, anyone who had a motor of any sort was declared a kulak. It was simply nonsense. The kulaks as a social strata in the Ukrainian population had been destroyed at any kind of economic power by 1927 as a result of the grain requisition campaigns and heavy taxation. I think, the whole business of what constituted a kulak, how many there were, is an extremely problematic point as to whether or not the Ukrainian countryside actually had any such a thing called kulak. If you look at the actual definitions which were used, they're either so-and-so has a motor or hires labor. And the point is that most of the people who hired labor were either invalids, widows, people with small families. And these were categorized in social categories of kulaks. What's very interesting is who opposes collectivization. If you look at the work of a Soviet historian called Yakovtsevsky, he said that the opposition to collectivization came mostly from the poor and the middle peasantry. The poor, because for heaven's sake, they had just obtained land during the revolution and they're not about to give it up. The middle peasantry, those who had risen from the ranks of the poor and were very upset at the prospect of giving it up. A Soviet Ukrainian newspaper account of 1930 and 31 mentions, in a rare moment of honesty, that it was the poor and middle peasantry that was slaughtering their livestock en masse. I think that there is such an enormous amount of mythology built about this that one really has to completely reinterpret the question to get any kind of sense at what was happening in Ukraine. Professor Mace would make a short comment. Yes, Professor Kravchenko has covered most of the things I wanted to cover, and I think he did so very well.
there is a whole mythology of, the whole concept of kulak is, I think, so incredibly vague. If you look at it as a product of intellectual history, where did the concept come from? Okay, kulak means fist. And originally it meant the village moneylenders. With the Bolsheviks, it becomes a more generalized category of wealthy peasants. There's a lot of talk about trying to foster class differentiation in the countryside. There is not that much evidence that I've seen that you find any sort of class differentiation corresponding to a term kulak, which you can put your finger on. There were villages where anyone who could afford a corrugated piece of tin for his roof was considered a kulak. There were cases where people were called in by the local Silarada, local village Soviet, and asked about how they felt about things, and that would determine whether or not they were kulak. Anyone who took in a neighbor who had been expropriated was considered a kulak. The poorest person in the village could be considered a kulak henchman. This is really, I think, as much a political as a social category. Now, what happens to these organizations that help carry out these policies? Okay, the most important of them are the Komitety Zamożnych Seljan, committees of non-wealthy peasants, which are basically the continuation of the old Russian Komiety, which they kept in Ukraine until 1933. Khrouchtchev, au 20e congrès, a dit que Staline, en 1943-1944, n'a pas déporté les Ukrainiens et éliminé les Ukrainiens comme il l'a fait pour les Allemands de la Volga, les Tatars de Crimée, les Tchétchènes, les Ingouches, les Karatchaïs, les Messes, parce qu'ils étaient trop nombreux, mais que le projet lui était déjà venu de mettre en camp de concentration la grande majorité de la nation ukrainienne pour qu'elle y périsse. C'est Khrouchtchev lui-même qui a fait ces révélations. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille sous-estimer l'importance de la place structurelle du génocide dans un régime de ce type. Ce n'est pas un épiphénomène, et si je suis ici, si j'ai accepté cette participation, c'est pour montrer et insister sur ce fait que les génocides ne relèvent pas de contingences interprétables en termes de contraintes économiques ou quelconques. Lorsque les Polonais, en 1920-21, ont réussi à repousser les armées rouges, la Pologne a réussi à être indépendante. Le régime soviétique s'est passé de l'industrie polonaise jusqu'aux années 45-48. Et les bases du régime, la collectivisation et l'industrialisation, ont été faites avant l'incorporation de la Pologne, de la Hongrie et les autres. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec mon collègue Kravchenko lorsqu'il parle de domination coloniale. De la même façon, on pourrait dire aujourd'hui que la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie sont des éléments essentiels dans l'économie soviétique. Or, jusqu'à 1939-40, ils ne faisaient pas partie de l'Union soviétique. Et pourtant, le régime s'est constitué dans son essence fondamentale dans les années 32, 33, 34. Alors, je ne pense pas qu'il faille interpréter cette famine de l'Ukraine en termes économiques et en termes de pillage colonial. Je ne pense pas que les tsars, tout comme les bolcheviks par la suite, et c'est la spécificité à mon avis de l'histoire russe, comme disait Shtamueli dans la tradition russe, je ne pense pas qu'ils se préoccupaient des besoins des populations. Je ne pense pas que c'était de leur volonté d'aller piller dans la périphérie pour pouvoir nourrir, si cela était besoin, les paysans à l'intérieur de la Russie ou de l'Union soviétique. Non, la logique, c'est la nature profondément expansionniste de l'État russe et de l'État soviétique. Je donnerai la chance peut-être à la Serbie de faire quelques commentaires. Cet après-midi, la séance de cet après-midi, il y aura seulement 3 intervenants. Donc je pense que pour cette raison, on pourrait commencer peut-être 1h30. Ça nous donnerait quand même 1 heure et 15 minutes pour dîner. Donc à 1h30, étant donné qu'il y aura 3 intervenants, Tsarenik, Petrar, Livich, Zhukovski étant gravement malade, n'a pas pu venir. Et ensuite, à 4 heures...